2011, c'est sans aucun doute la plus grande année de CM Punk à la WWE. Il sort à ce moment-là de sa grande rivalité contre Jeff Hardy, de son run Straight Edge Society contre Rey Mysterio, de son passage dans la Nexus, et il va régaler pendant tout l'été avec son immense rivalité contre John Cena, dans laquelle on peut dire qu'il se révèle vraiment. On l'a vu dans la partie 1 de cette vidéo, la WWE va décider de récompenser cette grande année en lui permettant de gagner le titre de champion du monde lors de Survivor Series, et si les mois qui ont suivi ont été très intéressants à suivre, la deuxième moitié de l'année 2012 qui mène à la fin de son règne en 2013 est encore meilleure, et il est donc l'heure de revenir ensemble sur la suite des 434 jours de CM Punk au sommet de la WWE. On s'était laissé lors de la dernière vidéo au moment de la victoire de CM Punk contre Chris Jericho à Extreme Rules, et donc on va pouvoir reprendre notre histoire au lendemain de ce pay-per-view. Cet épisode de Raw propose un tournoi Beat the Clock, soit une série de matchs dans lequel le catcheur qui remporte le match le plus rapidement gagne, et à la clé pour le grand vainqueur, il y a une chance pour le titre de champion de la WWE. CM Punk va donc logiquement suivre les affrontements tout au long de la soirée, et finalement c'est Daniel Bryan qui vient à bout de Jerry Lawler en 2 minutes, pour devenir challenger numéro 1 au titre de la WWE et officialiser le prochain défi de CM Punk pour Over the Limit. Justement, Punk va venir confronter directement son prochain adversaire en venant sur la rampe d'entrée pour lever son titre au ciel, et pourtant vous allez voir que si ce match donne vraiment envie, la WWE ne va pas réellement mettre l'accent dessus. Et justement, c'est là qu'on va pouvoir commencer à expliquer les frustrations de CM Punk pendant ce règne. Il a déjà été déçu de ne pas être dans le main event de WrestleMania l'année passée, mais là, alors que son prochain challenger est annoncé et que ça devrait être un grand moment, le segment n'est même pas celui qui conclut la soirée, puisque la WWE préfère mettre en avant la rivalité entre John Laurinaitis et John Cena. Et d'ailleurs, c'est un peu marrant de voir la construction de CM Punk à ce moment-là. Il n'est absolument pas mis en avant comme un champion imbattable qui se sort de toutes les situations. Et ça se confirme dès l'Euro suivant puisqu'il perd un match handicap contre Daniel Bryan et Tensai, et je trouve que même si ça peut être un côté négatif, ça montre que ce règne est bien plus réaliste que les autres. En plus, cet épisode de Raw va se conclure avec une attaque du challenger sur le champion puisque Daniel Bryan coince CM Punk à plusieurs reprises dans son Yes Lock, et si ça sert à nous montrer que le champion est en danger, ça nous montre aussi que toute personne qui décide de s'opposer à John Laurinaitis sera punie sévèrement. Oui, et puis d'ailleurs, visiblement, la punition, elle ne s'arrête pas à un match handicap et à une défaite pour CM Punk, puisqu'à une semaine d'un match de championnat qui donne vraiment envie, il se retrouve à faire équipe avec Santino Marella, et même si ce soir il vient à bout de l'équipe de Daniel Bryan en rivant les épaules de Cody Rhodes, on sent quand même que Punk n'est vraiment pas le personnage central de Monday Night Raw. Et d'ailleurs, jusqu'à cet épisode, la rivalité entre Daniel Bryan et CM Punk n'en est pas vraiment une. On a juste le prochain challenger et on pourrait carrément croire que c'est juste une rivalité de transition, ce qui serait dommage entre deux aussi grands catcheurs. Mais finalement, les interactions avec AJ Lee, l'ex-petit ami de Daniel Bryan dans les semaines suivantes, vont donner un peu plus de contexte à cette histoire. Mais bon, avec tout ça, on arrive déjà à quelques jours de Over the Limit, et CM Punk apparaît cette fois-ci à SmackDown pour à nouveau confronter John Laurinaitis, en lui disant qu'il espère le voir perdre à Over the Limit pour qu'il soit licencié de la WWE. Encore une fois, cette provocation de Punk va lui coûter très cher puisque Laurinaitis le force à affronter Kane le soir même, et ce match finira d'ailleurs par disqualification puisque Daniel Bryan va débarquer pour attaquer Kane avec une chaise et donc coûter le match à CM Punk pour entrer dans sa tête à 48 heures de leur affrontement. Cette intervention en plus, elle va permettre au Big Red Monster de détruire le champion à coups de chaise et de chokeslam pour l'affaiblir avant sa prochaine défense de titre, et avec tout ça, on peut donc directement arriver à Over the Limit 2012. Alors, c'est un show que j'ai déjà retracé sur la chaîne, et malheureusement pas pour les bonnes raisons, mais justement, l'immense point positif de ce pay-per-view, c'est le match entre CM Punk et Daniel Bryan. Et pourtant, malheureusement, c'est pas le main event. Et non, quand je vous dis que Punk n'est pas le personnage principal de la WWE malgré son règne de champion, on le voit bien ici. Parce que finalement, c'est l'horrible match entre Cena et Laurinaitis qui va conclure le show pour renvoyer les fans chez eux sur une note extrêmement décevante, alors que l'excellent match entre Punk et Daniel Bryan est placé 2 matchs plus tôt sur la carte. Mais bon, tant pis, on va quand même revenir sur ce match parce qu'il est réellement excellent, et après avoir encore été encouragé par AJ Lee avant son match, CM Punk peut s'avancer au ring pour défendre son titre contre un catcheur extrêmement talentueux. D'entrée de jeu, on va avoir un match disputé entre les deux hommes qui ont clairement un niveau égal et extrêmement élevé, et le public réalise très vite qu'ils sont en train de vivre un grand affrontement. En plus, ils sont partagés entre les deux adversaires alors que Daniel Bryan est clairement censé être le méchant de cette histoire, et les deux racontent très bien leur opposition puisque personne n'arrive à avoir le dessus. Les contres et les esquives s'enchaînent et c'est impossible de savoir qui vraiment a le plus de chances de gagner, et on a donc un match avec un rythme parfaitement géré, puisqu'on a de la vitesse qui chauffe le public et des petites pauses qui permettent aux catcheurs de tenir pendant tout le match.
Parce que oui, cet affrontement, même si c'est pas le main event, il va être bien long, c'est d'ailleurs le plus long de la soirée, et heureusement vu sa qualité. Et donc, grâce à ça, on vit ce soir une véritable leçon de catch, avec divers styles qui permettent aux deux hommes de montrer tout leur talent. Et en fait, ce qui est parfait, c'est que ni Bryan ni CM Punk n'est dans un rôle particulier pendant tout le match. Leur seul personnage dans cet affrontement, c'est être deux excellents catcheurs qui passent d'échanges de coups à du catch technique puis aérien dans des transitions parfaitement fluides, ce qui offre aux fans exactement ce qu'ils attendaient. Alors, c'est sûr qu'après ce match, la rivalité va être très différente, puisque l'arrivée de AJ Lee va pas mal bouleverser les choses, mais là, on est juste sur le premier match entre les deux, donc c'est un pur 1 contre 1 basique avec des catcheurs qui veulent simplement prouver qu'ils sont meilleurs que leur adversaire. En plus, j'en ai déjà parlé en partie 1, mais c'est extrêmement important d'insister là-dessus, personne n'aurait imaginé voir ces deux hommes à cette position en train de lutter pour le prix le plus important de la WWE. Et donc, ça me fait dire que ça a encore moins de sens de ne pas avoir mis ce match en main event. Mais bon, pour revenir quand même sur le contenu du match, on va avoir une grosse période de domination du challenger qui est déterminé à venir à bout de son adversaire pour récupérer la ceinture, et qui trouve donc systématiquement un moyen de le contrer pour reprendre l'avantage, notamment avec des soumissions. Et même si pendant toute cette période, CM Punk réussit à montrer de belles choses, on voit qu'il n'arrive pas à prendre le dessus. Heureusement pour lui, CM Punk a quand même appris de ses guerres, notamment contre Chris Jericho, qui lui aussi est considéré comme un des meilleurs au monde, et donc il réussit à revenir avec une prise en 4 qui affaiblit son adversaire et lui permet de revenir. On a beau être à ce moment-là, en deuxième partie de match, les deux hommes vont absolument pas ralentir le rythme et on a des esquives et des combinaisons formidables avec des tentatives de tomber dans tous les sens, qui permettent finalement à Bryan de revenir et qui lance évidemment des chants This is Awesome largement mérités. Parce qu'en plus, c'est très loin d'être fini. À ce moment-là, CM Punk envoie une corde à linge exceptionnelle sur son adversaire qui était suspendu sur les cordes, et les deux échangent des coups pour le plus grand plaisir des fans, ce qui rend l'affrontement absolument impossible à pronostiquer. Alors aujourd'hui, bien sûr, on connaît le résultat parce qu'on sait très bien comment et quand le règne de CM Punk se termine, mais à l'époque, ça fait déjà plusieurs mois qu'il dure et il pouvait totalement se terminer de nulle part ce soir-là sur les nombreuses tentatives de tomber. Justement, ces tentatives, elles vont mener à des spots encore plus excellents avec Bryan qui tente son yes lock et qui est envoyé par-dessus la troisième corde, mais qui réussit à revenir avant d'être couché par un coup de pied du champion, auquel il réussit à survivre de justesse en mettant son pied sur la corde. Et ce match, c'est aussi un combat très spécial pour ce genre de petits détails. Parce que, au lieu de lâcher l'affaire après la tentative de tomber, CM Punk ramène la jambe de Bryan et la saisit pour une deuxième tentative qui certes ne lui permet pas de gagner, mais qui est ultra cohérente. Et c'est d'ailleurs ça que j'adore vraiment dans ce match. C'est pas juste excellent techniquement, c'est aussi parfaitement logique. Et pendant toute la durée de l'affrontement, les deux montrent qu'ils ont une connaissance du catch absolument dingue. Parce que, après tout ça, CM Punk enchaîne avec sa descente du coude, mais il ne peut pas tout de suite tenter le tomber et donc Bryan se dégage avant d'enchaîner avec son coup de genou et de s'élancer dans le coin. Là encore, Bryan est esquivé et Punk veut enchaîner avec son combo à lui qu'il conclut par un bulldog, mais pour encore ajouter au suspense fou de ce combat, le challenger bloque la prise et coince CM Punk dans un yes lock qui mène à la fin du match. Mais bien sûr, il mène pas à la fin du match qu'on pourrait imaginer. Parce que même si CM Punk finit bien par abandonner, ce qui du coup techniquement devrait donner la victoire à Daniel Bryan, il trouve en fait avant ça un moyen ingénieux de contrer la prise pour river les épaules de son adversaire de nulle part, et ainsi conserver son titre au terme d'un excellent affrontement. Et là franchement, j'ai rien à dire. Si Punk avait réussi à battre Jericho de manière clean à 2 reprises, sans qu'il n'y ait de doute ou de controverse, ce qui était parfaitement logique puisque Y2J n'allait de toute façon pas rester très longtemps, là il gagne en volant presque le match, ce qui d'une part crédibilise énormément Daniel Bryan, mais qui en plus montre que ce match ne pouvait se terminer que comme ça. Deux catcheurs aussi bons ne pouvaient juste pas se départager normalement. Il fallait vraiment qu'un des deux soit surpris par l'autre et par chance, c'est le champion qui a trouvé une ouverture pour conserver sa ceinture. Mais bon, avec un match aussi excellent, une fin aussi controversée et une histoire grandissante avec les échanges entre AJ et Punk, vous vous doutez bien que la rivalité était très loin d'être terminée. Dès l'Euro post-Over the Limit, la WWE va donc annoncer que Daniel Bryan sera présent pour s'adresser à CM Punk, et il fait donc son entrée un peu plus tard dans la soirée, micro en main. L'ancien champion du monde semble en colère par rapport au résultat de son incroyable match la veille, et il décide donc de demander une revanche pour la ceinture, et qui de mieux placé pour la lui donner que le champion de la WWE lui-même. CM Punk fait donc son entrée sous l'ovation des fans et il remercie son adversaire pour l'immense match qu'ils viennent d'avoir, un des meilleurs de sa carrière selon lui, mais il remet tout de même les choses au clair. C'est bien lui qui a battu Daniel Bryan à la fin. Ses épaules ont été comptées au sol pendant 3 secondes, et donc même si CM Punk a abandonné, il n'y a pas de réelle controverse. Du coup, Bryan n'aura bien sûr pas de chance au titre de CM Punk ce soir, à la place il se retrouvera face à Kane, et pendant que les tensions entre les 3 hommes ne cessent d'augmenter pour teaser un match à 3, CM Punk de son côté continue à se rapprocher de AJ Lee, ce qui raconte une histoire vraiment particulière.
Parce que oui, avec tout ça, on a vraiment beaucoup de protagonistes. Évidemment, on a CM Punk qui débarque lors du Raw suivant pour encore confronter John Laurinaitis, un autre personnage de cette histoire. On a Daniel Bryan qui se retrouve immédiatement face au champion dans un match 1 contre 1 après que Punk ait révélé à tout le monde la vraie couverture de WWE 13. Et enfin, on a AJ Lee qui fait son entrée pendant le match et Kane qui arrive après tout ça pour s'en prendre à Daniel Bryan. Alors oui, je suis passé très vite sur tous les événements de ce match, mais c'était juste pour introduire les personnages de l'histoire, on va quand même revenir sur certains détails importants. Déjà, le combat en soi, il est encore très cool et il semble plutôt dominé par le challenger qui justifie comme ça une potentielle revanche. Et ensuite, au moment où AJ Lee débarque, elle porte un t-shirt de CM Punk et semble être plutôt de son côté. Son histoire avec Daniel Bryan semble finie depuis plusieurs mois et la catcheuse semble s'intéresser au champion de la WWE et donc elle vient le soutenir pendant tout le restant de l'affrontement. Seulement, ce soutien ne va pas être suffisant. Pendant de longues minutes, Punk est dominé par Bryan, et même si l'intervention de AJ Lee lui redonne un petit avantage, elle ne lui permet pas de ressortir vainqueur, puisque Daniel Bryan profite d'un coin non protégé pour contrer CM Punk et lui river les épaules, afin d'obtenir une victoire clean sur le champion de la WWE. Bien sûr, AJ n'est pas satisfaite de cette victoire, et on imagine que CM Punk non plus, mais la célébration du vainqueur est de toute façon interrompue par le Big Red Monster, qui vient prendre sa revanche en arrivant avec une chaise pour écraser Bryan avec un immense chokeslam. Seulement, Kane n'a pas envie de s'arrêter là. Il voit à ses pieds le champion de la WWE et pense qu'il peut marquer un grand coup en s'en prenant à lui, mais alors que Punk est en difficulté, AJ Lee lui glisse rapidement une chaise qui lui permet de revenir, et le champion détruit alors le Big Red Monster pour célébrer seul au centre du ring. Et donc ça y est, tous les personnages de cette histoire ont été introduits les uns aux autres et on peut se lancer pour de bon dans cette nouvelle partie du règne de CM Punk. Le champion revient dès le SmackDown suivant pour encore s'en prendre à John Laurinaitis dans une interview puisque celui-ci l'a forcé à défendre son titre le soir même contre Kane. Et pour se mettre en confiance, le champion rappelle qu'il est le meilleur au monde et qu'il va envoyer au lit le démon favori du diable. Mais vous allez voir que c'est pas tout ce qui se passe ce soir. Plus tard dans la soirée, on retrouve AJ Lee dans les vestiaires et c'est cette fois-ci Daniel Bryan qui l'approche pour lui dire que CM Punk n'en a rien à faire d'elle et qu'il essaye juste de l'utiliser pour rester au sommet. AJ de son côté ne se laisse pas faire et elle dit à Daniel Bryan qu'il est seulement jaloux avant de lui demander pourquoi de toute façon il s'occupe de ça alors qu'il s'en fiche d'elle. Et si d'un côté Daniel Bryan confirme qu'aujourd'hui elle ne l'intéresse plus, il rappelle qu'à une époque il tenait à AJ Lee, ce qui n'a jamais été le cas de CM Punk. Avec cette phrase, Daniel Bryan plante donc les premiers doutes dans la tête de AJ et vous allez voir que très vite la catcheuse va devenir le point central de cette histoire qui tournait jusqu'à présent seulement autour du titre mondial. Justement d'ailleurs, en parlant du titre de la WWE, on retrouve son détenteur dans le main event face à Kane et les deux ont un match relativement disputé dans lequel Punk est mis en grande difficulté, notamment à l'extérieur, ce qui finit par pousser AJ Lee à faire son entrée. Encore une fois, AJ vient pour soutenir CM Punk dans ce combat et son arrivée motive visiblement le champion puisqu'il trouve une ouverture pour revenir dans le match, et il grimpe alors sur la troisième corde pour détruire Kane avec sa descente du coude. Seulement, AJ n'est pas la seule à s'intéresser à ce combat. Daniel Bryan, qui en veut aux deux adversaires, fait à son tour son entrée et Punk ne perd pas une seconde puisqu'il profite de sa position pour s'élancer sur son rival. De retour dans le ring, Punk arrive à dérouler malgré le retour de Kane et il le détruit avec sa descente du coude qui ne suffit pas à lui donner la victoire. Et finalement, alors que Kane a repris le dessus, Daniel Bryan intervient pour de bon et envoie un dropkick aux deux adversaires pour causer un match nul et permettre à CM Punk de conserver la ceinture. Bryan profite de cette situation et d'être débarrassé de Kane pour dérouler sur le champion, mais CM Punk revient immédiatement avec une corde à linge et prépare un GTS, ce qui laisse malheureusement le temps au Big Red Monster de revenir, et Kane conclut ce segment en couchant ses deux rivaux avec un double chokeslam pour ressortir grandi de cette histoire. Mais d'ailleurs, cette histoire, il est enfin temps de la régler. Alors que Kane s'apprête à quitter la salle, John Laurinaitis fait son entrée et déclare qu'à No Way Out, CM Punk défendra sa ceinture de la WWE dans un match triple menace contre Kane et Daniel Bryan. C'est donc officiel. Dans 2 semaines, lors du prochain pay-per-view, le champion de la WWE aura 2 nouveaux adversaires, et pour se préparer à ce match, CM Punk fait son entrée dès l'Euro suivant pour se retrouver à nouveau face à Kane. Cette fois-ci, le General Manager a annoncé qu'un vainqueur devait obligatoirement être décidé, et donc malgré la présence de Bryan aux abords du ring, on imagine que les deux adversaires ne vont avoir d'autre choix que de se départager. Justement, dans ce combat, Kane et CM Punk vont venir se battre très proche de leur troisième adversaire à No Way Out, ce qui va pousser ce dernier à s'en prendre au champion dans le dos de l'arbitre, mais l'arrivée de AJ remet la balle au centre puisqu'elle permet à Punk de s'élancer sur Bryan pour se débarrasser de lui. Maintenant libéré de toute distraction, CM Punk peut revenir dans le ring pour continuer son combat, mais malheureusement, cette perte de temps a permis au Big Red Monster de reprendre ses esprits, et Kane peut donc coucher le champion avec un chokeslam avant de lui river les épaules pour prendre un avantage colossal en vue du pay-per-view. Et avec tout ça, on y revient. Dans ce règne, CM Punk n'est absolument pas invincible.
Et même s'il arrive à remporter systématiquement les matchs dans lesquels la ceinture est en jeu, il ne faut pas oublier que sa dernière défense en pay-per-view était très serrée, et donc il est peut-être très proche de perdre finalement sa ceinture. Seulement, c'est pas fini. Parce que après ce match, alors que AJ vient réconforter CM Punk, Kane commence à s'approcher d'elle comme s'il s'apprêtait à lui faire du mal, mais au lieu de fuir comme n'importe qui aurait fait, celle-ci décide de l'approcher en lui faisant les yeux doux et en lui souriant, ce qui visiblement attendrit le démon puisque Kane sort du ring et laisse AJ Lee venir en aide au champion de la WWE. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, cette histoire est vraiment bizarre et on a un petit peu du mal à savoir ce que fait AJ et à qui elle s'intéresse réellement, si tant est que ça a une vraie importance, parce que le plus important ça reste quand même la ceinture. Mais justement, concernant la ceinture, on comprend bien que CM Punk et son règne courent un grand danger. Et justement, pour discuter de tout ça, on va se retrouver au Raw du 11 juin. Ce soir-là, Daniel Bryan fait son entrée pour parler de AJ Lee et du fait qu'elle est une distraction pour CM Punk et même pour Kane au vu de ce qui s'est passé lors du dernier SmackDown, et il annonce alors que grâce à tout ça, il va quitter No Way Out avec la ceinture. Il déclare aussi qu'en fait depuis le début, CM Punk essaye de le rendre jaloux en flirtant avec son ex-petit ami, tout ça parce qu'il est encore énervé d'avoir abandonné à Over the Limit, et même si selon Bryan, AJ est en réalité encore obsédé par lui, il s'en fiche et vise seulement le titre de la WWE. On est alors à moins d'une semaine du pay-per-view, et si Bryan semble encore confiant dans son discours, il est très vite interrompu par CM Punk qui lui aussi a des choses à dire. Bon, déjà il revient rapidement sur l'histoire avec AJ en rappelant qu'il aime les filles un petit peu folles, ça je pense qu'on l'avait compris, ils se sont pas mariés pour rien, mais finalement il revient bien au sujet principal, à savoir le match à No Way Out, et s'il reconnaît avoir déjà été battu par Kane et Daniel Bryan, il annonce qu'au moment du pay-per-view, c'est encore lui qui va ressortir vainqueur et quitter le show avec son titre. Et si jusqu'à présent cette discussion est très basique, elle va quand même finir par prendre une tournure nettement plus intéressante puisque Daniel Bryan accuse immédiatement son rival d'avoir changé et de ne plus être le voix des sans-voix, d'être simplement un vendu, ce qui va évidemment énerver CM Punk. Il commence par rappeler qu'un an plus tôt il s'est assis en tailleur sur l'arène pour dire tout ce qu'il avait sur le cœur dans cette fameuse pipe bomb, et il déclare que s'il est aujourd'hui au sommet de la WWE, ce n'est pas parce qu'il a changé et qu'il s'est vendu, c'est simplement grâce à son talent. Et c'est quand même important de le dire. Pendant tout ce temps, même si Punk semble s'être apaisé et qu'il est passé du côté des favoris des fans, il est quand même resté fidèle à lui-même, et vous allez le voir, ça va se confirmer dans quelques mois. Il n'utilise toujours pas les mots superstar et univers de la WWE, il dit bien catcheur et fan, il célèbre ce qu'il est selon lui, c'est-à-dire le meilleur au monde, et il ne cherche absolument pas à rentrer dans les standards de l'entreprise. Mais bon, on va pas non plus trop s'attarder là-dessus, parce que comme je l'ai dit, on aura l'occasion d'en reparler, il est maintenant temps d'accueillir le troisième personnage de notre histoire, Kane. Le Big Red Monster débarque pour d'abord rappeler à ses adversaires ses accomplissements passés, pour expliquer qu'il quittera No Way Out avec le titre, mais une fois de plus, les trois rivaux sont interrompus par la dernière membre de cette histoire, AJ Lee. AJ commence par s'adresser à Kane en lui disant qu'elle sait qu'au fond de lui il a bien un cœur malgré tout ce qu'il veut faire croire, elle parle ensuite de Daniel Bryan en confirmant qu'on n'oublie jamais son premier amour, et finalement elle parle au champion de la WWE. C'est toujours son t-shirt qu'elle porte, et même si elle ne le dit pas clairement puisqu'elle dit juste qu'elle espère que le meilleur des trois va gagner à No Way Out, on imagine bien qu'elle espère voir Punk conserver son titre. Bon, et c'est là que tout devient vraiment bizarre. Parce qu'au milieu de cette discussion qui est déjà un peu particulière, John Laurinaitis apparaît sur l'écran géant et il annonce que ce soir, Kane et Daniel Bryan feront équipe dans un match contre CM Punk et AJ Lee. Alors, vous le voyez, l'idée du match est un petit peu bizarre et on va pas non plus revenir en détail dessus. Globalement, on nous fait juste comprendre que AJ ne sait toujours pas qui choisir, puisqu'alors qu'elle se retrouve dans le ring face à Kane, elle finit par l'embrasser, ce qui le pousse à abandonner son partenaire. Et donc, à la fin de tout ça, c'est bien CM Punk qui vient à bout de Daniel Bryan pour donner la victoire à son équipe. On est donc maintenant plus qu'à quelques jours de No Way Out, et Bryan et Punk se retrouvent à nouveau à SmackDown pour avoir une confrontation et un match par équipe qui sera remporté par le challenger au titre. Mais puisque l'histoire n'avance pas plus que ça ce soir-là, on va directement se diriger vers le pay-per-view. On est donc à No Way Out, Kane, Daniel Bryan et CM Punk se retrouvent alors enfin face à face au centre du ring pour se départager, et une fois de plus, le titre majeur de Raw n'est pas défendu dans le main event de ce pay-per-view. Alors oui, encore de quoi frustrer CM Punk, vous me direz, mais pour autant pas de quoi lui faire perdre sa concentration, puisqu'il comprend vite qu'il va devoir former une alliance avec Daniel Bryan s'il veut maximiser ses chances de victoire. Kane est donc pris à partie au début du match, et Punk et Bryan peuvent alors partir à la lutte pendant quelques instants, mais très vite, le Big Red Monster revient et remet tout le monde à sa place. Les trois hommes vont alors lutter pendant un moment, et ils vont échanger le contrôle du match avec une domination de Punk sur Bryan, puis de Kane sur le champion à l'extérieur. Et finalement, les deux adversaires de Over the Limit peuvent remettre le couvert avec de beaux échanges au centre du ring. Mais là où notre histoire devient plus intéressante, c'est à la fin du combat. Tout le monde a eu son moment de gloire et les trois hommes sont passés proches de quitter le show avec la ceinture à plusieurs reprises dans un match surprenamment très bon, mais alors que Punk et Kane sont à la lutte et qu'on sent que le match touche à sa fin, AJ vient sur le tablier du ring et Punk pousse son adversaire dans sa direction, ce qui lui vaut d'être projeté au sol.
Évidemment, le champion n'a pas fait exprès, mais cet incident réussit quand même à perturber Kane, et le Big Red Monster est alors surpris par un coup de pied de CM Punk qui enchaîne avec son GTS, et qui rive alors les épaules à son adversaire pour conserver enfin son titre de la WWE. Le résultat est donc bien là pour CM Punk, il quitte un nouveau pay-per-view avec son titre malgré une adversité redoutable puisque Kane et Bryan étaient vraiment proches de gagner le titre à plusieurs reprises, et si le Big Red Monster lui quitte la salle avec AJ dans les bras, on comprend encore que ce carré amoureux n'est pas réglé. Mais c'est aussi ça qui est cool dans cette histoire. Parce que même s'il est face, CM Punk est largement plus concentré sur son titre que sur AJ. Et c'est bien d'insister sur ça pour montrer encore que le champion n'est pas un gentil basique qui peut perdre son titre comme tous les autres. Il reste le rebelle CM Punk qui n'est pas prêt de laisser sa place de numéro 1 à n'importe qui, et le fait de le voir célébrer alors que AJ a été explosé hors du ring, ça montre quand même que le point central de cette histoire, ça reste la ceinture. Et d'ailleurs, tout ça, ça va bientôt mener à un changement majeur pour le champion. Mais d'abord, avant d'en arriver là, il faut régler tout ça pour de bon, puisque dès le lendemain de No Way Out, CM Punk doit à nouveau combattre, cette fois-ci en équipe aux côtés de Sheamus contre l'équipe de Daniel Bryan et Kane, et avec John Laurinaitis démis de ses fonctions la veille, le champion du monde semble nettement apaisé. Justement, cette bonne nouvelle ajoutée à l'intervention de AJ qui vient encore perturber Kane en venant le cosplayer pendant le match permet à Punk et Sheamus de remporter leur combat, et le champion de la WWE peut alors continuer son règne rempli de confiance. En plus, lors du Raw du 22 juin, ces deux rivaux se font face pour continuer de s'affaiblir mutuellement, et cette fois-ci, AJ Lee vient en aide à Kane en sonnant la cloche pour perturber Daniel Bryan, et offrir au Big Red Monster l'avantage dans la rivalité. Sauf que cet avantage, Kane ne va pas le garder longtemps. Parce que dès le Raw suivant, Vicky organise un match triple menace à élimination entre les trois rivaux, et une fois de plus, AJ Lee vient perturber le Big Red Monster pour lui coûter le match, puisqu'il subit le GTS de CM Punk et se fait éliminer. Le champion se retrouve alors seul contre son rival, et justement, alors qu'il n'a même pas le temps de reprendre ses esprits, Punk est touché par un coup de pied dans le crâne de Daniel Bryan, qui lui rive les épaules pour remporter le match, mais pas que. Parce que cette victoire, c'est pas une simple victoire sur le champion. Plus tard dans la soirée, la WWE annonce officiellement que grâce à cette victoire sur le champion, Daniel Bryan vient d'obtenir une nouvelle chance au titre lors du prochain pay-per-view, Money in the Bank. Cette fois-ci, le match sera un simple 1 contre 1 et Kane s'éloigne alors de cette histoire, mais AJ, elle, va bel et bien rester un personnage important de la rivalité autour du titre principal de la WWE. En fait, dès le SmackDown suivant, alors que Daniel Bryan vient de lui coûter un match et qu'il demande à ce qu'elle soit bannie des abords du ring pour son match de championnat contre CM Punk, AJ Lee est finalement nommé arbitre spécial de l'affrontement suite à un vote sur le site de la WWE, et Daniel Bryan comprend alors que ses plans vont être mis à mal. Parce que oui, autant depuis le début, AJ semblait hésiter entre CM Punk et Kane, et depuis que ce dernier avait préféré couper les ponts avec elle, elle était totalement revenue du côté du champion, autant elle semblait absolument complètement désintéressée de Daniel Bryan, et donc ce dernier n'est clairement pas le favori pour son match de championnat. Du coup, pour essayer d'augmenter ses chances, Bryan va quand même essayer de reconquérir AJ dans les semaines précédant Money in the Bank, ce qu'il va bien sûr pas réussir à faire, mais tout ça va quand même mener au moment le plus bizarre de cette histoire, dès le Raw suivant. Ce soir-là, Chris Jericho et Daniel Bryan font face à CM Punk et John Cena dans un match par équipe, et alors que les deux adversaires de Money in the Bank sont à la lutte, AJ Lee fait son entrée. Elle tente encore ce soir d'obtenir l'attention d'un des deux participants du match, ce qui marchait très bien avec Kane, mais ce qui ce soir-là échoue totalement, puisque Punk et Daniel Bryan sont bien trop concentrés dans leur rivalité pour lui accorder du temps, et AJ comprend alors que les deux hommes ne sont pas intéressés. Frustrée de ne pas recevoir l'attention qu'elle désire, AJ décide d'aller chercher une table sous le ring, et dans une dernière tentative d'être entendue par Bryan ou CM Punk, elle grimpe sur la troisième corde et menace de sauter. Enfin, Daniel Bryan va sortir du match et vient se placer devant la table pour essayer de raisonner la catcheuse, mais rien n'y fait, AJ reste sur le coin. Il faut attendre que CM Punk vienne à son tour s'interposer directement sur les cordes pour que AJ soit satisfaite, mais au lieu de simplement descendre pour laisser les deux rivaux finir leur match, la catcheuse préfère embrasser CM Punk avant de le pousser du ring pour l'envoyer s'écraser sur Daniel Bryan et sur la table, et confirmer ainsi que le résultat du match pour le titre de la WWE à Money in the Bank est plus qu'incertain. Parce que oui, là on n'est pas sur un cas comme à Over the Limit où le simple talent des deux catcheurs avait rendu le résultat compliqué à déterminer. Là, il va falloir ajouter le facteur AJ Lee qui va avoir un rôle majeur à jouer en tant qu'arbitre et qui risque de perturber largement cette rencontre. Et tout ça, ça va très vite se confirmer. Dès le SmackDown suivant, on remarque que Punk et Bryan ont deux manières très différentes de gérer cette histoire, puisque d'un côté, le challenger essaye de se mettre l'arbitre dans la poche, alors que de l'autre, le champion décide d'être honnête avec elle. Punk veut en fait faire comprendre à AJ qu'elle a des troubles mentaux et qu'elle doit se faire aider, mais Bryan l'accuse d'essayer à son tour de s'attirer les faveurs de l'arbitre, puisqu'il sait que sans ça, il ne peut pas battre son challenger. Bon, on voit bien qu'encore une fois, le titre de la WWE passe au second plan de cette rivalité, ce qui est très étrange, surtout au vu de tout ce que CM Punk a fait pour en arriver là. Et pour le confirmer, AJ va carrément embrasser les deux participants du match, ce qui n'aide absolument pas à comprendre de quel côté elle est.
L'Euro suivant en plus ne clarifie pas du tout la situation puisque AJ semble d'abord être du côté de CM Punk étant donné qu'elle le demande en mariage à 6 jours de Money in the Bank, mais l'échange est encore interrompu par Daniel Bryan qui, à son tour, veut épouser AJ. Voilà, donc quand je vous dis que le titre de la WWE passe au second plan, je vous mens pas, hein, j'ai l'impression de décrire le miel et les abeilles là ou je sais pas quelle série d'AB1. Et du coup, si cette histoire aurait pu vraiment être extrêmement cool, parce que Punk et Bryan c'est deux des plus grands catcheurs de tous les temps, donc on aurait pu revivre une rivalité similaire à celle contre Chris Jericho, le fait de voir que le centre de cette histoire s'éloigne de la ceinture majeure, ça commence à être vraiment lassant. Mais bon, ne vous inquiétez pas, tout va revenir dans le droit chemin après Money in the Bank, et puisque de toute façon cet épisode de Raw ne sert qu'à continuer de montrer qu'AJ ne sait pas qui choisir entre le champion et le challenger, vu qu'elle gifle les deux dans le main event, on peut directement arriver à la revanche entre CM Punk et Daniel Bryan. Encore une fois, le match pour le titre de la WWE n'est pas le main event du pay-per-view, mais avec l'absence de disqualification et la présence de AJ Lee en arbitre spécial, on se doute bien que ce match va être très particulier. Challenger et champion peuvent alors faire leur entrée au ring et CM Punk peut défendre son titre pour dépasser les 240 jours de règne et se rapprocher de plus en plus des 1 an au sommet pour marquer l'histoire, puisqu'il se place déjà à l'époque dans le top 20 des règnes les plus longs. Et donc c'est parti. La cloche sonne et les deux rivaux peuvent partir à la lutte, comme ils l'ont fait 2 mois plus tôt. Ce soir, le match est nettement plus spécial puisque Punk et Daniel Bryan ne tardent pas à sortir du ring pour profiter de l'absence de disqualification, et on voit bien qu'avec le talent des deux, on va avoir un match tout aussi excellent que le précédent, mais aussi bien différent. Encore une fois, personne n'arrive à prendre le dessus au début du combat pour insister sur le fait que les deux catcheurs sont de niveau quasi égal, et les esquives et divers échanges de coups viennent à nouveau appuyer là-dessus. Pour ces premières minutes, AJ joue son rôle à merveille, elle ne favorise ni le champion ni le challenger qui partent se battre partout aux abords du ring, mais un premier tournant du match intervient très tôt dans la rencontre, puisque Bryan pousse CM Punk sur AJ qui est envoyé à l'extérieur, et se retrouve alors incapable d'arbitrer le match. Bien sûr, Punk ne se reconcentre pas sur le match après ça, puisqu'il va vérifier que AJ va bien, et c'est cette distraction qui permet à Daniel Bryan de revenir, en plus d'officialiser un changement d'arbitre. Et cette situation, vous le savez, elle profite largement au challenger. Il sait qu'il n'est pas vraiment favori avec AJ en tant qu'arbitre, et c'est presque comme s'il avait fait exprès de se débarrasser d'elle pour maximiser ses chances de gagner. Bryan peut alors dérouler sur CM Punk un peu partout à l'extérieur, mais le champion n'est évidemment pas en reste et il revient avec de très belles actions sur les barricades, ce qui pour autant ne lui donne pas l'avantage, puisque son challenger revient et s'arme d'un kendo stick pour tenter de gagner le match. Heureusement pour lui, CM Punk réussit quand même à esquiver la majorité des attaques, mais alors qu'il s'élance depuis les cordes, il est stoppé par un violent coup de kendo, et le challenger peut alors punir le champion pour se rapprocher petit à petit de la victoire. On vit alors un excellent match dans un style très différent de leur précédent, mais ça reste toujours aussi difficile de déterminer un favori, puisque même si Bryan a le dessus pendant de longues minutes, CM Punk finit par revenir après un échange de coups, et le champion décide de passer la seconde. Il déroule avec ses classiques et revient malgré le contre de Daniel Bryan, mais alors qu'il se prépare à envoyer son GTS, le challenger le surprend de nulle part avec un ciseau-tête et un roll-up qui passe très proche de lui donner la ceinture. Et on l'a vu, entre les deux, ça peut se terminer en un instant. Donc le fait de jouer là-dessus après la fin surprenante de Over the Limit, je trouve ça ultra intelligent. Bon, après c'est sûr qu'on pouvait pas en attendre moins de la part de ces deux catcheurs, et le match peut alors continuer avec des actions vraiment cool qui font exploser la foule puisqu'ils sont ultra investis dans ce match et pour toutes les bonnes raisons. Seulement, vous l'imaginez bien, on va pas juste revivre la même chose qu'à Over the Limit. En fait, alors que Punk et Bryan continuent leur lutte et qu'ils semblent à bout de force, AJ finit par revenir pour reprendre sa position d'arbitre avant d'aller se saisir d'une chaise pour pimenter un peu le match de championnat. L'arbitre décide de placer la chaise entre les deux rivaux pour les regarder se battre pour elle presque, et c'est Bryan qui réussit à prendre le dessus et qui tente alors un tombé sur son adversaire. Malheureusement pour lui, Punk réussit à se dégager et Bryan va alors se plaindre auprès d'AJ, ce qui permet au champion de revenir avec un roll-up, et même si le challenger garde l'avantage avec ses coups de pied après ça, il reste beaucoup trop concentré sur AJ et CM Punk reprend le contrôle. Le champion peut alors dérouler sur Bryan à coups de chaise et il veut l'envoyer dans le coin où il a placé un objet, mais AJ décide de se placer en travers de son chemin, et elle interfère alors encore une fois dans le déroulé de cette rencontre. Grâce à ça, Daniel Bryan peut revenir, mais alors qu'il veut s'emparer d'un kendo, il est à son tour interrompu par AJ, et sous les chants partagés de la foule, on comprend bien que le résultat de ce match est ultra imprévisible. AJ refuse encore de choisir un camp, et cette distraction permet à CM Punk de revenir puisqu'il couche Daniel Bryan et s'élance pour sa descente du coude. Mais à nouveau, le challenger l'esquive et le champion s'écrase seul sur la chaise. Daniel Bryan en profite aussitôt et il décide de coincer CM Punk dans son yes lock auquel il rajoute un kendo stick pour s'assurer la victoire. Mais par miracle, le champion trouve la force de s'en sortir et il envoie son adversaire dans le coin avant de le coucher avec son GTS. Daniel Bryan est alors totalement KO et CM Punk devrait logiquement pouvoir conserver son titre, mais la fatigue et la douleur l'empêchent de ramper assez vite sur le corps de son rival, et Daniel Bryan réussit donc à lever l'épaule à la dernière seconde pour rester dans le combat.
À bout de force, CM Punk semble implorer AJ de faire quelque chose, mais il se reconcentre tout de même très vite sur le match et va chercher une table à l'extérieur avant de placer Daniel Bryan dessus pour préparer un saut. Au sommet du coin, CM Punk semble destiné à la victoire, mais là encore, son adversaire montre sa résistance en revenant et en le rejoignant sur la troisième corde. Dans une position extrêmement périlleuse, les deux échangent des coups et c'est finalement CM Punk qui réussit à s'en sortir et à prendre le dessus, pour enfin envoyer une souplex sur son challenger à travers la table, sous l'ovation de l'arène. AJ, elle, est en panique en voyant ses deux prétendants dans un tel état, mais elle reprend très vite ses esprits puisque le champion arrive à placer son corps sur celui de son rival pour tenter un tombé, et il obtient ainsi enfin le compte de 3 qui lui permet de conserver sa ceinture de champion de la WWE. Et donc ça y est, cette histoire est définitivement terminée. CM Punk s'est débarrassé de Daniel Bryan et celui-ci ne pourra plus demander de revanche puisqu'il a été battu sans controverse, et le champion a bien compris qu'il était plus important de se concentrer sur son titre que sur AJ Lee. Justement, pour confirmer ça, CM Punk ouvre l'Euro suivant en parlant de sa pipe bomb qui fête ses 1 an ce soir, et il maintient qu'il est le meilleur au monde puisqu'il a désormais battu tout le monde. Le champion en rajoute une couche en parlant de la millième d'euro qui approche et qui lui rappelle qu'au moment où ce show a débuté, un homme comme lui ne se serait absolument jamais retrouvé à sa position. Et alors qu'il veut insister sur les changements qu'il a apportés à la WWE et qu'on a vraiment envie de savoir de quoi il va parler, CM Punk est interrompu par le Big Show. Oui, je sais, on passe de Daniel Bryan au Big Show, ça fait quand même un peu mal, mais ne vous en faites pas, c'est pour la bonne cause. Et en plus, cet échange, quand on connaît l'avenir, il est assez marrant. Parce que, en gros, le Big Show se plaint de ne pas avoir gagné le Money in the Bank, Dieu merci d'ailleurs, et alors que Punk se vante d'avoir le soutien des fans et le titre de champion, le géant lui répond que s'il quittait la WWE demain, les fans l'oublieraient en moins d'une semaine. Et bien sûr, je pense pas que le Big Show s'attendait à ce que ça arrive réellement moins de 2 ans plus tard, puisque CM Punk va bien finir par quitter l'entreprise, et croyez-moi que par contre il avait un peu tort, parce que ça prendra largement plus d'une semaine pour que le public l'oublie et arrête de demander son retour. Mais bon, bref, cet échange n'est pas non plus hyper important, il sert seulement à annoncer que le Big Show va affronter le champion dans le main event, et à introduire le fait qu'à partir de maintenant, CM Punk a une nouvelle menace sur le dos, étant donné que John Cena est Mr. Money in the Bank. Et oui, à tout moment, grâce à cette mallette, le visage de la WWE peut utiliser le contrat qu'elle contient pour obtenir un match pour le titre de la WWE quand il veut et où il veut, et cette situation peut totalement causer la fin du règne de CM Punk. Mais vous allez voir que si cette période va bien mener à un changement, c'est pas exactement celui auquel on s'attend. Parce que dans le main event, alors que le Big Show et CM Punk sont à la lutte et que le géant perd le match par disqualification après avoir frappé l'arbitre, tout indique que c'est le meilleur moment pour que John Cena utilise son contrat. Le champion est passé à tabac par le Big Show et il n'est donc absolument pas en état de défendre sa ceinture contre qui que ce soit et encore moins contre John Cena. Et justement, ce dernier débarque très vite avec sa mallette et fait fuir le géant. Sauf que John Cena, c'est pas n'importe quel catcheur. Et si par le passé, CM Punk a profité à 2 reprises de cette mallette pour l'utiliser sur un catcheur affaibli et se garantir une victoire, c'est pas vraiment le style du champ. Et donc, au lieu d'encaisser son contrat tout de suite pour revenir très facilement au sommet, John Cena préfère annoncer qu'il l'utilisera la semaine suivante dans un match 1 contre 1 à la loyale, et il laisse alors au champion une semaine pour se préparer au plus grand combat de sa vie. C'est donc officiel, CM Punk et John Cena se feront à nouveau face 1 an après leur immense rivalité pour définitivement régler cette histoire et déterminer qui est le vrai visage de la WWE. Et si John Cena avait une victoire garantie ce soir, le fait qu'il préfère affronter le champion à la loyale peut lui coûter très cher. Mais d'un autre côté, Punk est vraiment en danger. Certes, il a battu Chris Jericho et Daniel Bryan, mais pour la millième d'euro, la WWE peut avoir envie d'apporter un changement. Et donner la ceinture à John Cena pour un épisode aussi important ne serait absolument pas choquant. Et donc, qu'on prenne le catch comme il vient, c'est-à-dire en suivant simplement les shows chaque semaine, ou bien qu'on soit plutôt adepte des forums et des autres informations qu'on peut lire sur ce qui se passe réellement dans les vestiaires, c'est très difficile de savoir qui va sortir gagnant de ce combat. Et justement, pour avoir la réponse, on peut se retrouver pour l'épisode du Raw du 23 juillet, la 1000e édition du show principal de la WWE, et après une émission déjà riche en rebondissements, on arrive au mariage de Daniel Bryan. Et oui, c'est pas une erreur, on n'arrive pas tout de suite au main event, mais parce que ce moment, même s'il est un peu goofy, il est quand même un peu important. Parce que, alors qu'il vient de se faire rejeter par AJ Lee, Daniel Bryan est confronté par CM Punk, qui vient un petit peu se moquer de lui, et les deux hommes sont finalement interrompus par nul autre que The Rock, qui fait son retour pour cet épisode spécial. Seulement, si The Rock est là ce soir, c'est pas pour rien. Il n'est pas uniquement là pour critiquer Daniel Bryan et le remettre à sa place. Il est venu à Raw pour parler du titre de la WWE. En fait, il a une annonce très importante. Lors du Royal Rumble, peu importe qui est le champion de la WWE à ce moment-là, il se retrouvera face à face avec The Rock en personne pour défendre la ceinture. Et donc c'est officiel. À 6 mois du Royal Rumble, on connaît déjà le main event du show, et si CM Punk est surconfiant en annonçant que c'est lui qui sera dans le match contre The Rock pour ouvrir l'année 2013,
Tout semble indiquer qu'en réalité il se trompe. Et oui, John Cena contre le Rock, c'était l'affiche de WrestleMania 28. Et CM Punk s'en souvient. Ce soir-là, c'est ce match qui a pris le main event à la place du match pour le titre. Donc ça paraît totalement logique que l'entreprise décide de remettre la ceinture sur John Cena pour organiser la revanche. Et justement, pour le savoir, on arrive au main event de cet épisode de Raw. Mr. Money in the Bank s'avance au ring mallette en main et étant seulement le deuxième de l'histoire à annoncer son encaissement à l'avance, John Cena a toute la pression sur les épaules. Face à lui, CM Punk fait son entrée déterminé à le vaincre pour pouvoir s'approcher des 300 jours de règne et surtout pour affronter The Rock au Royal Rumble, et c'est parti. Les deux catcheurs se cherchent en début de match sous les chants du public, qui sont très partagés entre champion et challenger, et aucun des deux n'arrive réellement à prendre le dessus dans les premiers instants de l'affrontement. CM Punk semble prendre un léger avantage avec une prise de soumission au centre du ring, mais la puissance du challenger lui permet de revenir pour remettre la balle au centre. La tension est à son paroxysme alors que Punk essaye de dérouler sur Cena, mais Mr. Money in the Bank est très concentré et il reste dans le match pour sauver son opportunité. On se retrouve alors avec un match lent et technique dans lequel CM Punk tente d'affaiblir son challenger avec des soumissions alors que ce dernier veut faire parler sa force avec un échange de coups. Malgré les huées de la foule, c'est bien Cena qui prend le dessus dans cette épreuve, mais alors qu'il veut sortir ses classiques, CM Punk le contre et revient dans le combat. Il veut à son tour placer son combo coup de genou et bulldog, mais à nouveau Cena le connaît trop bien et réussit à le contrer. C'est maintenant au tour du challenger de sortir ses classiques puisqu'il prépare son 5 knuckle shuffle, mais là encore le champion reste accroché à son titre en contrant la prise et il annonce déjà la fin du match en préparant son GTS. Mais malheureusement il est bien trop tôt. Cena descend et il pousse son adversaire dans le coin avant de le coucher avec son attitude adjustment pour lui river les épaules. Seulement, Cena n'a pas fait attention. En poussant CM Punk, il l'a envoyé droit sur l'arbitre qui est désormais hors du match et le challenger ne peut donc pas remporter la ceinture malgré un tombé qui lui aurait clairement donné la victoire. Et donc avec ça, ce match raconte largement plus que ce qu'il devait raconter à l'origine. CM Punk vient de passer plus proche que jamais de perdre son titre, mais il a été sauvé par l'absence d'arbitre et vous allez voir que c'est loin d'être fini. De nulle part, le Big Show débarque au même moment et alors que Cena remonte dans le ring, il est découpé par un spear du géant. CM Punk ne comprend pas bien ce qui se passe, mais il réalise que c'est sa meilleure chance de conserver son titre. Il laisse alors le Big Show envoyer son KO Punch sur le crâne de John Cena et il va chercher l'arbitre à l'extérieur pour le remettre dans le ring et tenter de conserver sa ceinture. On sent quand même une petite hésitation de la part du champion puisqu'il réalise que s'il gagne ce match, il ne prouvera absolument rien, mais certainement motivé par l'idée de donner une leçon aux hommes qui lui ont volé le main event de WrestleMania, il décide quand même de tenter le tombé pour gagner ce match. Mais ça, c'était sans compter sur la résistance de John Cena. Le challenger se dégage et alors que Punk veut en finir avec son GTS, John Cena le contre encore et le coince cette fois-ci dans son STF. C'est pas possible. CM Punk va vraiment perdre le titre ce soir et la WWE va choquer le monde en offrant la revanche entre Cena et The Rock au Royal Rumble. Mais non. En réalité, ils vont faire bien pire. Alors que Punk est coincé dans le STF et qu'il n'a aucune issue, il est sauvé par l'arrivée du Big Show qui vient s'en prendre à John Cena et qui lui coûte son match en plus de son encaissement de la mallette Money in the Bank, en causant une disqualification qui permet à CM Punk de conserver le titre. Personne n'y croit. Les fans sont choqués. Pour la toute première fois de l'histoire, le détenteur de la mallette Money in the Bank vient de perdre sa chance au titre. Et si on avait pu douter quand des catcheurs comme Dolph Ziggler ou Jack Swagger étaient en possession du contrat, le fait que ce soit John Cena qui rate cette opportunité, c'est extrêmement surprenant. Mais c'est pas la seule chose qui se produit ce soir. Parce que, en laissant le Big Show intervenir dans son match et en ne l'empêchant pas d'attaquer John Cena après le combat, Punk vient de perdre en crédibilité. L'ancien CM Punk aurait été en colère. Hors de lui qu'un catcheur vienne gâcher son match et l'empêche de prouver qu'il était le meilleur. Mais pas ce CM Punk là. Celui-là est déterminé à affronter The Rock. Il est prêt à tout pour lui donner une bonne leçon et se venger d'avoir effacé sa grande route vers WrestleMania 28. CM Punk a changé et il n'a absolument pas fini de le prouver. Alors que le Big Show détruit encore John Cena, il est interrompu justement par The Rock qui arrive sous l'ovation des fans pour détruire le géant et le coucher avec son Spinebuster. Mais alors que le People's Champ s'élance pour son People's Elbow, il est stoppé dans sa course par CM Punk qui vient de nulle part le coucher avec une corde à linge. Les fans sont choqués. Personne ne sait où se mettre et les huées se font entendre alors que le visage du champion indique un clair changement. Pour confirmer cette nouvelle direction, CM Punk en rajoute en couchant le Rock avec un GTS et il marche alors lentement vers le bord du ring pour se saisir de sa ceinture avant de quitter la salle sous les huées des fans. Et c'est donc officiel, après 246 jours de règne, CM Punk vient de tourner le dos aux fans pour démarrer la seconde partie de cette histoire, qui va avoir une saveur totalement différente. Tout commence dès le Raw suivant. Le 1001e épisode du Show Rouge s'ouvre avec l'entrée du champion de la WWE qui débarque pour s'exprimer sur ses actions de la semaine passée. Mais avant de rentrer dans ses explications, CM Punk veut revenir sur un petit détail. La semaine précédente, aux commentaires, Jerry Lawler a déclaré que le champion de la WWE avait tourné le dos aux fans. Seulement, ce n'est pas exact. En fait, CM Punk voit les choses différemment. The Rock n'est absolument pas le représentant de l'univers de la WWE. Et donc, il n'a attaqué ni tourné le dos à personne.
En plus, quand The Rock était venu dans le ring plus tôt dans la soirée, il a complètement ignoré le champion en s'adressant à Daniel Bryan, et quand enfin il a daigné s'adresser à CM Punk, il a annoncé qu'il lui prendrait le titre au Royal Rumble comme si de rien n'était, puisque la WWE avait décidé de lui offrir ce match de championnat. Mais c'est pas tout, parce que alors que la millième de Raw touchait à sa fin, il a encore fallu que The Rock vienne dans le ring. Il a fallu qu'une fois de plus, Dwayne Johnson s'arrange pour que le show tourne autour de lui. Sauf que, il n'a pas compris. La WWE, c'est pas un concours de popularité. On parle de catch. Et pour l'heure, CM Punk, c'est le champion de cette entreprise. Et donc, il a été forcé de montrer au Rock ce qu'il attendait au Royal Rumble. Du coup, Jerry Lawler peut dire ce qu'il veut, il peut essayer de faire passer CM Punk pour ce qu'il n'est pas, le fait est que ce millième épisode de Raw s'est terminé comme tout épisode qui se respecte doit se conclure, avec la lumière sur le champion de la WWE. Et là, ce qui se passe est extrêmement important. Parce que si je parle du changement de CM Punk, en réalité ce changement est très léger, voire inexistant. Punk reste fidèle à lui-même, il est le champion, il considère être le meilleur au monde, il doit être mis en avant et être en main event, or depuis quelques temps, il ne l'est pas. Donc non, il n'a pas tourné le dos aux fans, il a juste remis les choses au clair. Et cette promo n'est absolument pas différente de celle qu'il faisait quelques mois plus tôt. Et c'est ça qui va rendre cette partie de règne excellente à mes yeux. CM Punk ne change pas réellement, mais comme les gens à qui il s'en prend et la tournure globale du ton de la WWE change, bah il passe pour un méchant. Parce que après ça, le Big Show débarque pour lui dire que s'il est resté champion, c'est uniquement grâce à lui, et John Cena fait à son tour son entrée pour dérouler sur le géant sous les yeux blasés de CM Punk, et puisque le champion n'a toujours pas de challenger, AJ Lee, la nouvelle general manager, débarque tout de suite après pour annoncer un match entre le Big Show et John Cena, avec à la clé un match de championnat lors de SummerSlam. Seulement ce match ne va pas se finir comme prévu. Parce que CM Punk vient évidemment aux commentaires pour observer l'affrontement et le couronnement de son prochain challenger, mais alors que Shaw et Cena se battent aux abords du ring, ce dernier est envoyé sur le champion de la WWE. Et donc, alors que John Cena est sur le point de vaincre le géant de retour dans le ring puisqu'il l'a sur les épaules pour sa prise de finition, CM Punk débarque et frappe le Big Show pour faire chuter John Cena et causer une disqualification avant d'annoncer que ce match n'a aucun vainqueur. Punk quitte alors le ring après avoir dit que Cena et Shaw ne sont que deux perdants, mais très vite, la general manager de Raw fait son entrée et annonce que CM Punk s'est trompé. En fait, ni Cena ni le Big Show n'ont réellement perdu ce match, et donc au lieu de défendre sa ceinture contre un de ces deux hommes, le champion devra la défendre contre les deux dans un triple menace. Évidemment, Punk n'accepte pas cette annonce et il vient alors crier sur AJ pour demander à être traité différemment, mais la décision est bel et bien prise, et le match est officiel. On est alors à 2 semaines du prochain pay-per-view et cette nouvelle version de CM Punk qui demande plus que jamais à être respecté en tant que champion de la WWE interrompt AJ Lee dès le début de l'épisode pour présenter ses excuses. Et oui, c'est surprenant mais Punk est bien là pour s'excuser auprès de la GM de Raw. En fait, il la comprend. Quelqu'un comme elle en tant que dirigeante de Raw ne doit pas se faire manquer de respect comme ça. Et quelqu'un comme lui en tant que champion de la WWE non plus, donc il comprend totalement ce qu'elle ressent. Mais bien sûr, CM Punk n'est pas là que pour ça. Il espère en fait qu'en s'excusant auprès d'elle, AJ annule le triple menace à SummerSlam, et même si évidemment elle refuse, le fait que CM Punk tente un tel coup montre bien qu'il n'a plus tout à fait la même mentalité. Pour confirmer ça, il est rejoint dans le ring par John Cena, qui lui dit qu'au lieu d'exiger le respect, il ferait mieux de s'arranger pour le mériter, et qui lui reproche en plus d'être venu déranger son match contre le Big Show, mais Punk lui ne veut rien entendre. Il le répète, il ne veut plus qu'on lui manque de respect. Et c'est pour ça qu'il s'est vengé après avoir reçu John Cena en plein visage alors qu'il était aux commentaires. Et justement, pendant que les deux se crient dessus dans le ring pour savoir qui va gagner le match à SummerSlam, le troisième participant de ce combat fait son entrée. Mais ça suffit. Il est temps pour AJ Lee de reprendre le contrôle de tout ça. Elle interrompt donc le géant avant qu'il puisse entrer dans le ring pour annoncer d'une part que Cena et Shaw auront chacun un match ce soir, et d'une autre que CM Punk affrontera un adversaire choisi par l'univers de la WWE. Finalement, c'est Rey Mysterio qui sera choisi par les fans et il sera vaincu quelques minutes plus tard par le champion, mais CM Punk fera à nouveau parler de lui dans le main event, puisqu'il viendra confronter John Cena après sa victoire avant de coucher une fois de plus ses deux challengers de SummerSlam. Encore une fois, cet épisode de Raw se termine donc avec un champion dominant, exactement ce que CM Punk voulait, mais pas seulement. Parce que CM Punk veut en profiter pour passer un message. Il va à la table des commentateurs et se saisit d'un casque pour enfin libérer ce qu'il a sur le cœur. Depuis qu'il est devenu champion, il est resté gentil. Il a souri, il a signé des autographes et serré des mains, mais en faisant tout ça, il a laissé l'opportunité aux autres de lui manquer de respect. Et même s'il ne le dit pas directement, on comprend de quoi il parle. Pendant toute cette première partie de règne, il n'était pas le main event. En tout cas, quasiment jamais. Les épisodes de Raw n'étaient même pas centrés autour de lui et il devait même aller à SmackDown pour avoir du temps d'antenne. Bref, il n'était pas respecté à sa juste valeur, mais maintenant, c'est terminé. Cet épisode de Raw va se finir comme tous les autres, avec CM Punk au sommet. Enfin, ça c'était sans compter sur le Big Show.
Parce qu'en fait, CM Punk revient bel et bien dans le ring pour finir son travail, mais au même moment, le géant se relève et le couche avec une droite avant d'infliger le même sort à John Cena et de soulever le titre pour annoncer qu'il comptait bien quitter SummerSlam avec la ceinture. Sauf que non. Alors non, il n'y a pas d'événement en plus, l'épisode de Raw il est bien fini, mais juste non en fait. En 2012, personne ne veut voir le Big Show quitter SummerSlam avec le titre, et très honnêtement, je comprends même pas ce qu'il fait dans cette rivalité. Mais bon, bref, ça c'est ma vendetta personnelle contre le Big Show. Avec tout ça, on se retrouve à une semaine de SummerSlam, et CM Punk affronte justement le Big Show pour ouvrir cet épisode de Raw, mais le match se termine en no contest suite à l'intervention de Bryan et Cena, ce qui pousse AJ Lee à organiser un match par équipe. Bon, évidemment, ce match ne va pas se passer dans le calme, puisque Cena et Punk vont pas réussir à s'entendre et la tension va monter pendant tout l'affrontement, mais c'est bel et bien l'équipe du champion qui va repartir avec la victoire pour se mettre en confiance en vue de SummerSlam. Et justement, allons-y directement. On va pas s'attarder trop longtemps sur ce triple menace entre Cena, le Big Show et Punk, puisqu'à part la fin, il n'est pas très important dans cette histoire, mais vu qu'il appuie quand même sur le changement de CM Punk, on est obligé d'en parler un minimum. En soi, ce soir, le champion n'est clairement pas le favori, avec 3 catcheurs dans le match, il peut perdre son titre sans même subir le tombé, et si le CM Punk d'il y a quelques mois aurait simplement surpassé cette adversité comme il l'a fait, cette nouvelle version va trouver une solution bien différente. Et oui, parce qu'au fil du match, Punk réalise à quel point il est en danger. À chaque fois qu'il tente un tombé, celui-ci est brisé par un de ses deux adversaires, il doit aussi empêcher ses deux challengers de se couvrir mutuellement, et en plus, la puissance du Big Show l'empêche d'imposer son rythme, alors que la résistance de John Cena l'empêche de le vaincre. Mais c'est pas tout. Parce que quand enfin CM Punk trouve une solution en coinçant le géant dans un Anaconda Vice modifié, John Cena vient à son tour pour se coucher sur le géant et lui placer son STF, et le Big Show ne tient pas bien longtemps avant d'abandonner, ce qui techniquement met un terme au match, mais ne détermine aucun clair vainqueur. Bien sûr, un tel match ne peut pas se conclure comme ça, donc AJ Lee vient pour relancer l'affrontement, mais il va quand même se terminer très vite, puisqu'alors que John Cena couche le Big Show avec sa prise de finition, CM Punk débarque de nulle part et sort son challenger du ring pour river les épaules au géant, et conserver sa ceinture de manière extrêmement douteuse. Encore une fois, c'est pas forcément une méthode que Punk aurait utilisée quelques mois plus tôt, mais déterminé à obtenir le respect de tous, cette nouvelle version du champion est prête à tout, et quoi qu'on en pense, c'est bien lui qui quitte SummerSlam au sommet de la WWE. Et avec tout ça, on arrive donc au mois d'août 2012. CM Punk est champion depuis près de 300 jours et il s'avance au ring ce soir pour officiellement choisir son prochain challenger, qui sera nul autre que John Cena. Seulement, CM Punk a une condition. Certes, il choisit un adversaire crédible et on pourrait croire qu'il tire une croix sur le CM Punk qui prend des raccourcis pour rester champion jusqu'au Royal Rumble, mais pas vraiment. Déjà, il demande à Jerry Lawler de retirer ce qu'il a dit lors de la 1000e de Raw quand il a accusé Punk d'avoir tourné le dos aux fans, mais avant qu'il obtienne ce qu'il veut, le champion est interrompu par John Cena. CM Punk va bien sûr directement reprocher à son challenger de vouloir encore mettre la lumière sur lui, et enfin il dévoile l'intégralité de sa pensée. Depuis des mois, et alors qu'il était champion, il a été mis au second plan au profit de catcheurs comme John Cena, Triple H ou encore Dwayne Johnson, et il ne supporte pas ça. Parce que malgré tout ce qu'il a fait en laissant d'autres gens à sa place, on ne le respecte toujours pas. Et donc, il a pris sa décision. Il veut affronter John Cena une fois de plus pour le battre encore, mais il sait que ça ne changera rien. Pour être respecté, il a besoin de plus. Et pour ça, il a une solution. Si John Cena veut vraiment l'affronter à Night of Champions, il doit d'abord reconnaître ce soir devant tout le monde que CM Punk est le meilleur au monde. Bon, bien sûr, John Cena ne le fait pas, il déroule d'abord un discours pour dire qu'il peut pas trahir ses fans en disant que Punk est meilleur que lui, mais surtout, il conclut tout ça en disant que si Punk ne le choisit pas comme adversaire à Night of Champions, ça veut dire qu'il ne se respecte même pas lui-même et qu'il ne respecte pas la ceinture de champion de la WWE. Bon, avec ça, le segment aurait totalement pu se finir, mais CM Punk va en rajouter une couche en relançant son histoire avec Jerry Lawler, puisqu'il finit par le frapper au centre du ring. Et cette partie de l'histoire, je vais pas vous mentir, on va passer rapidement dessus parce que c'est vraiment pas la meilleure. En gros, la semaine suivante, Jerry Lawler va demander des excuses à CM Punk pour son attaque, et le champion apparaît ce soir avec une nouvelle coupe qui appuie encore plus son changement de personnage, et il va en plus découvrir plus tard dans la soirée qu'à Night of Champions, il défendra bien son titre contre John Cena. À côté de ça, Punk conclut le show avec un match en cage contre le commentateur de Raw pour s'offrir une victoire facile et le passer à tabac après sa victoire. Mais évidemment, tout ça ne sert qu'à une chose, permettre un grand sauvetage de John Cena pour construire la vraie rivalité de CM Punk. Et avec tout ça, on a une construction honnêtement plutôt bizarre. On sent vraiment que CM Punk n'est toujours pas vu comme le personnage principal malgré tous ces changements. Parce que ok, là il est en rivalité contre John Cena, mais la WWE met bien plus en avant tout ce qui tourne autour de l'histoire que la pure rivalité entre les deux. Mais bon, heureusement, pour rétablir tout ça, on va avoir plusieurs événements importants. Déjà, lors du Raw du 3 septembre, CM Punk attaque John Cena dans les vestiaires, et pour lancer une association qui va marquer les derniers mois de ce règne, le champion quitte la scène en montant dans une voiture qui est conduite par nul autre que Paul Heyman.
Pour ajouter à cette construction intéressante, on aura une confrontation entre les deux lors du dernier Raw avant Night of Champions, dans laquelle CM Punk prétendra être meilleur que Cena, Bret Hart, Shawn Michaels, The Rock et Stone Cold, et dans laquelle John Cena lui répondra en disant qu'il a rendu le titre de la WWE complètement inintéressant. Et c'est précisément ça qu'on voulait voir depuis le début. D'un côté, Punk qui dit qu'il est victime d'une conspiration avec tout le monde qui s'arrange pour qu'il ne soit pas au sommet, et de l'autre, John Cena qui lui dit que c'est sa faute s'il n'est pas dans le main event. Et dans cet échange, on a beaucoup de choses très intéressantes. Parce que John Cena en rajoute en disant que quand CM Punk prétendait qu'il voulait du changement à la WWE, il voulait en fait simplement devenir champion et le reste ne l'intéressait vraiment pas. Voir d'autres catcheurs au sommet, aussi talentueux soient-ils, ça n'a jamais été la priorité de CM Punk. Depuis toujours, il ne pensait qu'à lui. Et pendant que John Cena de son côté grimpait pour devenir celui qu'il est aujourd'hui en restant lui-même, CM Punk a depuis le début de sa carrière galéré à trouver qu'il était réellement pour absolument se frayer un chemin jusqu'au sommet, et maintenant qu'il est champion, sa personnalité tourne uniquement autour de sa ceinture. En plus, puisque le show se déroule à Montréal, John Cena va nous offrir ce soir cette fameuse promo en français dans laquelle il dit cette phrase que je suis sûr vous avez tous entendue. Je vais te botter le cul. Et cet épisode de Raw se conclut finalement par une droite de Bret Hart sur le champion qui est contraint de fuir et qui n'arrivera donc pas en tant que favori à Night of Champions. Et donc, on y arrive. Enfin, CM Punk se retrouve en main event d'un pay-per-view et enfin il se retrouve face à John Cena pour prouver qu'il est le meilleur au monde, puisqu'il l'affronte ce soir chez lui et peut alors marquer l'histoire. Annoncé par Paul Heyman avant son entrée, le champion de la WWE débarque et il est rejoint par son challenger qui est déterminé à effacer ses défaites de l'année précédente. Et ce qui va se passer ce soir, c'est encore un tournant important dans le règne de CM Punk. Parce que oui, le match est bon, il est même excellent, et Punk a toujours été un des plus grands adversaires de John Cena, les deux ont toujours eu des matchs très très bons en gérant parfaitement un public extrêmement investi, ce qu'ils font encore ce soir. Et même si c'est cool de souligner le fait qu'ils fassent monter la tension en alternant un rythme rapide pour égaler les fans avec un rythme lent, ce qui est surtout intéressant ce soir, c'est la fin du combat. Parce que oui, le suspense est là pendant tout l'affrontement, et je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais aujourd'hui on va s'attarder que sur les quelques dernières minutes du match. En fait, après avoir lutté pendant plus de 20 minutes contre un de ses plus grands rivaux, un homme qu'il sait très puissant même s'il l'a déjà battu à plusieurs reprises, CM Punk prend conscience qu'il est en grande difficulté. Il a déjà été couché par la prise de finition de John Cena à 2 reprises et même s'il s'en est dégagé à chaque fois, il sait qu'il est passé proche de la défaite. Et son état le montre. Après ce deuxième dégagement, Punk ne répond plus. Et alors que le challenger l'amène sur la seconde corde et l'écrase avec une German suplex, le champion n'a même pas la force de se dégager et ses épaules sont rivées au sol pour un compte de 3. À ce moment-là, le public n'y croit pas. Et d'ailleurs, certainement que vous non plus. Mais l'annonceur va bel et bien confirmer le résultat. Le vainqueur de ce match et le nouveau champion de la WWE est bel et bien John Cena. Mais alors, que s'est-il passé? Est-ce que vraiment le règne de CM Punk a duré bien moins longtemps qu'on le pense? Eh bien non. Non, parce que alors que John Cena célèbre sa victoire chez lui devant son public, l'arbitre vient lui annoncer la mauvaise nouvelle. Au moment du tombé, ses épaules étaient également au sol. Et donc, ce match s'est terminé par un double tombé, ce qui permet à CM Punk de conserver son titre. Et c'est ça qui est très important. Peut-être que l'ancienne version de CM Punk aurait été déçue. Peut-être même qu'il aurait demandé à relancer le match lui-même. Mais pas ce soir. CM Punk se contente amplement de ce match nul qui lui permet de conserver son titre. Et dans une bronca générale, le champion frappe son rival avec la ceinture avant de célébrer au-dessus de son corps, puis de quitter la salle. Et je sais pas vous, mais je trouve ça génial. Punk est vraiment un excellent heel, à tel point que ce soir, il arrive même à se mettre à dos les fans qui détestent John Cena et qui le soutiennent lui. Parce que ces gens-là voulaient certes que CM Punk gagne, mais certainement pas comme ça. Ils voulaient vraiment voir John Cena se faire battre à la loyale pour montrer qu'il n'est pas un super-héros. Et franchement, quoi qu'on en pense, c'est une manière très intelligente de poursuivre le règne de CM Punk, qui en plus, accompagné par Paul Heyman, va pouvoir aller encore plus loin. Parce que justement, c'est bien Heyman qui va offrir le Raw suivant pour confirmer que l'arbitre a pris la bonne décision, et si dès ce soir John Cena demande une revanche, il ne l'obtient pas et se retrouve dans un match par équipe aux côtés de Sheamus contre CM Punk et Dolph Ziggler. Là encore, ce match va se finir de manière controversée puisque John Cena va river les épaules de Punk alors que son pied est encore sur la corde, et donc le champion et son associé vont revenir dès la semaine suivante pour se plaindre de cette décision. Les deux vont décider de faire venir l'arbitre de ce match dans le ring et vont lui demander de s'excuser et de carrément quitter son emploi, mais vous allez voir que c'est pas ça l'événement le plus important de cet épisode de Raw. Plus tard dans la soirée, CM Punk va revenir puisque Mick Foley va essayer de le raisonner en lui conseillant de s'éloigner de Paul Heyman et de prouver qu'il est vraiment le meilleur au monde en acceptant d'affronter John Cena en Hell in a Cell, mais à ce moment-là, le champion en a marre. En fait, quoi qu'il fasse, les gens douteront toujours du fait qu'il est le meilleur au monde. Et donc non, il ne va pas encore affronter John Cena pour le prouver. Parce que, admettons qu'il l'accepte et qu'il le batte encore, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour lui dire qu'il doit à nouveau l'affronter et le battre pour prouver qu'il est le meilleur. Mais c'est pas tout, parce que dans ce discours, Foley ne s'arrête pas là.
Il dit à CM Punk que le nombre de jours d'un règne n'a absolument aucune importance si on se comporte comme lui, et il annonce que ce soir Punk devra prendre une décision importante. Au centre du ring, il devra officiellement annoncer si oui ou non il veut affronter John Cena à Hell in a Cell pour défendre son titre et son honneur. Et la réponse de Punk est très claire. Alors que John Cena se retrouve dans le ring plus tard dans la soirée pour accuser Punk d'avoir changé, le champion vient se défendre et prétend qu'il a toujours été le même. Il ajoute qu'il a déjà suffisamment battu John Cena et qu'il est hors de question que son règne de plus de 300 jours, qui se retrouve désormais dans le top 10 des règnes les plus longs, se termine aux mains d'un homme qui n'a qu'un bras. Parce que oui, vous l'aurez certainement remarqué, ce soir John Cena est blessé et même s'il sera effectivement en état de combattre pour Hell in a Cell, c'est pas exactement ce qui va se passer. Et pourtant, on pourrait vraiment le croire. Parce que déjà, Punk dit à John Cena qu'il a eu trop de chance au titre et qu'il est temps de donner leur chance à de nouveaux prétendants, une phrase importante sur laquelle on reviendra. Mais après un échange de mots très tendu, John Cena attaque CM Punk avec un tuyau métallique et annonce qu'il le retrouvera à Hell in a Cell. Mais c'est pas tout. Parce que à la toute fin du show, alors que Punk s'apprête à quitter l'arène, il se retrouve face à face dans les vestiaires avec Ryback. Et donc vous l'aurez compris, le prochain adversaire de CM Punk pour la ceinture ne sera pas John Cena. Tout ça se confirme la semaine suivante puisque Punk continue à demander du respect et à se plaindre du comportement de la General Manager AJ Lee, ce qui le mène à perdre un match par équipe contre Team Hell No, mais ce qui le mène surtout à se confronter à Vince McMahon à 20 jours de Hell in a Cell. Ce soir-là, CM Punk ne veut toujours pas affronter John Cena et il se plaint encore de la manière dont il est traité puisqu'il va jusqu'à menacer de quitter la WWE comme il l'a fait après Money in the Bank 2011. Et étant donné que Vince et la WWE ne veulent toujours pas le respecter malgré ça, Punk s'en prend au président et le couche avec une claque. Cette provocation va pousser Vince McMahon à défier CM Punk à un match 1 contre 1 et si ces événements peuvent paraître un petit peu bizarres, ils servent bien à une chose, montrer que la WWE va tout mettre en œuvre pour mettre un terme au règne du meilleur au monde. Et on l'a vu, de son côté CM Punk ne s'en cache plus. Il est prêt à tout pour garder cette ceinture. Et c'est ça qui va le lancer dans cette guerre avec l'intégralité de l'entreprise, qui va lui permettre de raconter une histoire excellente dans les derniers mois de son règne. Et justement, pour continuer ce fameux règne, CM Punk va avoir le choix. Parce que, après avoir passé Vince McMahon à tabac dans le main event, le champion est interrompu par Ryback qui vient sauver son président en faisant fuir le champion, mais John Cena vient à son tour pour remettre Punk dans le ring et le forcer à subir la prise de finition du Big Guy. Après cette destruction du champion, Vince McMahon fait une annonce importante puisqu'il déclare que CM Punk devra choisir lui-même son adversaire pour Hell in a Cell, mais puisque Punk décide de troll la semaine suivante en prenant son temps pour faire son choix, Vince change d'avis et déclare qu'il choisira à sa place qui de John Cena ou Ryback affrontera le champion lors du prochain pay-per-view. Et c'est là que ce que je vous ai dit sur le fait d'avoir de nouveaux challengers est assez important. Parce que, en soi, si CM Punk veut rester fidèle à lui-même, il peut totalement choisir d'affronter Ryback. L'argument de John Cena qui a eu trop de chance au titre, il tient parfaitement, et d'ailleurs Cena l'a utilisé lui-même pour justifier de mettre Ryder en avant l'année précédente. Sauf que ce CM Punk là, encore une fois, il s'en fout de mettre d'autres personnes en avant, il s'en fiche que la nouvelle génération ait une place à la WWE. Tout ce qu'il veut, c'est rester au sommet, et donc il préfère affronter ni John Cena, ni Ryback. Avec ça, on voit bien qu'on a un champion en panique qui veut coûte que coûte conserver sa ceinture jusqu'au Royal Rumble, et même plus, puisqu'il compte bien battre The Rock lors du premier pay-per-view de 2013, mais il devra bel et bien d'abord faire face à un nouveau défi, puisqu'à 2 semaines de Hell in a Cell dans une signature de contrat qui conclut l'épisode du 15 octobre, Ryback est officiellement déclaré challenger numéro 1 au titre de champion de la WWE. Bien sûr, la panique se lit à ce moment-là sur le visage de CM Punk, et pourtant vous allez voir que comme toujours, le champion va trouver une solution. Parce que oui, on le voit bien, à une semaine de Hell in a Cell, Ryback a clairement le dessus sur CM Punk. Et en soi, tout indique encore que le champion n'est pas le favori pour sa défense de titre. Et pourtant, vous allez voir que tout ne va pas se passer comme prévu dans ce match. En fait, alors que CM Punk est en panique dans la cage face au monstre de puissance qui a tout gagné depuis son arrivée à la WWE, il semble chercher une solution. Évidemment, cette solution ne vient pas tout de suite puisqu'il est détruit par Ryback qui semble se destiner au sommet de la WWE au vu de ses débuts impressionnants, et même si le champion trouve quelques ouvertures en utilisant des objets, on sent son règne gravement en danger. Alors qu'il lutte depuis moins de 10 minutes contre son challenger, Punk est couché par une puissante corde à linge et il est placé sur les épaules de Ryback qui veut déjà en finir avec son shell-shocked. Mais de nulle part, Brad Maddox, l'arbitre de la rencontre qui avait déjà eu des interactions avec CM Punk il y a quelques semaines, vient se placer devant le Big Guy et l'arrête avant de lui placer un low blow, ce qui permet au champion de surprendre son challenger avec un tombé surprise et qui lui donne la victoire pour à nouveau conserver son titre. Les fans sont bien sûr encore choqués de voir l'homme qui voulait être respecté et être considéré comme le meilleur au monde gagner en utilisant une telle stratégie, mais comme on l'a vu depuis plusieurs semaines, CM Punk n'est plus là pour prouver quoi que ce soit. Il veut simplement que son long règne continue, et si ça passe par la triche, qu'il en soit ainsi.
Mais bon, malheureusement, cette soirée ne se termine pas pour autant très bien pour CM Punk, puisqu'il n'arrive pas à fuir la cage à temps et il est pris à partie par Ryback qui va jusqu'à lui infliger son shell shock du haut de la cellule, et vous l'aurez donc compris, cette histoire est loin d'être finie. Parce que oui, on va pas se mentir, si je passe assez vite sur ce match, c'est pas pour rien. Il est juste pas très bon. Et clairement, Ryback n'était à ce moment-là pas à la hauteur pour devenir champion. Donc pour essayer de remettre cette histoire sur le droit chemin, la WWE va devoir replacer John Cena dans la course au titre, très rapidement. Et oui, alors que de base CM Punk devait se retrouver dans un match 5 contre 5 à élimination lors de Survivor Series, ce qui aurait protégé son règne et lui aurait garanti de valider les 1 an de règne, Vince McMahon modifie la carte et déclare que CM Punk défendra bien son titre à Survivor Series dans un match triple menace contre Ryback et John Cena. Et si semaine après semaine on a vu la frustration et la panique grandir chez CM Punk, tout ça va augmenter encore plus à une semaine du show puisqu'il est couvert par John Cena dans un match de préparation, et le champion est alors contraint de voir ses deux challengers tenter de s'arracher sa ceinture sous ses yeux, au centre du ring. Mais maintenant vous commencez à le connaître, CM Punk a toujours une solution. Et si Survivor Series est un show extrêmement important, c'est justement grâce à ça. Parce que, pour la 4e fois consécutive, le champion court ce soir un grand danger. Face à deux adversaires qui sont passés très proches de le vaincre lors des deux précédents pay-per-view, ça paraît impossible de le voir ressortir gagnant. Et encore une fois, si la frustration de Punk pendant tout ce règne s'est ressentie, puisqu'il est systématiquement passé au second plan du Rock et de John Cena, on peut totalement imaginer que la WWE va encore appuyer là-dessus en donnant la victoire à Cena pour qu'il retrouve son rival lors du Royal Rumble. Seulement, c'est pas ce qui va se produire ce soir. Effectivement, CM Punk est montré comme le plus faible de ce match, puisqu'il est pris à partie par Ryback et Cena dès le début, et l'affrontement devient pendant un moment un match 1 contre 1 entre les deux challengers, mais alors que les trois hommes sont revenus dans le ring et qu'ils luttent corps et âme pour la ceinture, un grand moment va se produire. Depuis quelques minutes, c'est Ryback qui domine largement le match et il envoie ses deux adversaires hors du ring pour se garantir la victoire, mais de nulle part, Punk et Cena s'associent pour le contrer et l'envoyer à travers la table des commentateurs. À ce moment-là, ça semble alors clair que Cena va créer l'exploit pour aller chercher le Rock au Royal Rumble, d'autant qu'il déroule sur Punk au centre du ring et qu'il le couche avec sa prise de finition, mais de nulle part, le champion réussit à se dégager. Seulement, c'est pas fini. Alors que Punk semble reprendre le dessus, Ryback revient dans le ring et il déroule sur le champion avant d'être repris par John Cena qui le couche aussi avec son shell shocked, mais alors que le big guy semble parti pour remporter la ceinture, trois hommes habillés en noir font leur entrée et s'en prennent à lui. À ce moment-là, personne ne comprend ce qui se passe et Ryback est alors passé à tabac au centre du ring par ces trois animaux qui l'emmènent à l'extérieur pour l'écraser sur la table des commentateurs avec une triple powerbomb. Et pendant ce temps dans le ring, CM Punk rampe lentement vers le corps de John Cena pour lui river les épaules et remporter ce match pour officiellement atteindre les 1 an de règne. Alors, bien sûr, si vous avez continué à suivre la WWE après ça, vous avez forcément reconnu Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose, qui créent ce soir-là officiellement The Shield, mais qui viennent surtout ce soir permettre à CM Punk de se rapprocher encore un petit peu du Royal Rumble, où il compte bien affronter The Rock pour prouver définitivement qu'il est le meilleur au monde. Seulement, vous l'imaginez bien, la WWE ne compte pas laisser le champion s'en sortir aussi facilement. Même si le lendemain à Raw, il vient aux côtés de Paul Heyman pour célébrer son règne de 1 an, qui vient se placer 8ème dans le classement des plus longs de l'histoire, soit très proche des 380 jours de John Cena qui est à la 6ème place, CM Punk n'est toujours pas tiré d'affaire. Il est certes ce soir-là encore aidé par le Shield qui vient attaquer Ryback pour le défendre, mais au vu de l'intensité de la rivalité, la WWE décide d'organiser un nouveau match 1 contre 1 pour la ceinture entre CM Punk et le Big Guy lors de TLC. Seulement, il faut voir que CM Punk n'a pas eu la moindre pause depuis Survivor Series 2011. Et ça, c'est important de le souligner. Parce que, quel que soit son personnage, CM Punk a toujours été là. Qu'il s'agisse de main eventer des pay-per-view ou de se retrouver au milieu de la carte dans des matchs moins importants, il a lutté chaque semaine et chaque mois dans des matchs violents qui lui ont coûté très cher physiquement, et malheureusement, après 1 an sans s'arrêter, CM Punk a fini par se blesser. Et c'est là qu'on voit la limite des règnes extrêmement longs. Quand les catcheurs font comme Punk ou Cena à son époque et qu'ils sont là systématiquement, ils finissent forcément par se blesser. Leur corps n'est pas fait pour endurer autant pendant plus de 300 jours, et forcément très vite la moindre chute mène à une blessure. Et donc, c'est lors de l'épisode de Raw du 3 décembre que l'incident se produit pour CM Punk, puisqu'après avoir été attaqué par Ryback suite à ce fameux segment du détecteur de mensonges avec le Miz, le champion subit une blessure au genou qui le rend incapable de catcher à TLC, et qui annule donc son match prévu contre Ryback. Alors, l'avantage de cette blessure, c'est que connaissant CM Punk, on peut vite l'utiliser dans une histoire en remettant en doute sa légitimité, puisqu'on peut imaginer qu'il simule pour éviter d'affronter Ryback, mais malheureusement cette blessure était bien réelle, et donc pendant quelques semaines le champion s'écarte des écrans pour subir une opération et revenir en forme au Royal Rumble. En plus, grâce à cette petite absence, CM Punk dépasse John Cena et ses 380 jours puisqu'il dépasse les 400 jours pour se placer dans le top 6 des plus longs règnes de la WWE, et on peut donc grâce à ça arriver dans les quelques dernières semaines de cette histoire.
Parce que oui, pour définitivement conclure la rivalité avec Ryback qui est parti entre temps à la lutte avec le Shield, CM Punk se retrouve bel et bien contraint de défendre son titre contre lui dans un match TLC lors du premier Raw de l'année 2013. Alors, ce match, on va pas s'attarder dessus parce qu'il n'est pas très important dans notre histoire, il se conclut simplement par l'intervention du Shield qui permet encore au champion de conserver sa ceinture, et nous, on va plutôt se diriger vers ce qui se passe plus tard dans ce même show, puisqu'enfin, à 20 jours du Royal Rumble, CM Punk et The Rock vont se retrouver face à face au centre du ring. Et oui, c'est quand même cette histoire qui nous intéresse le plus, même si les débuts du Shield c'était sympa et que l'ascension de Ryback aussi, ça reste des sujets qu'on a déjà traités sur la chaîne et qui ne font que graviter autour du règne, et vu que notre histoire est déjà bien assez longue, on va se diriger rapidement vers les derniers jours du règne de CM Punk. Comme dit, après avoir conservé son titre lors du Raw du 7 janvier, le champion s'avance au ring micro en main plus tard dans la soirée pour poser une nouvelle pipe bomb. En fait, CM Punk commence par définir ce mot en l'associant au fait de dévoiler tout simplement la vérité, et c'est donc ce qu'il fait ce soir. Il révèle qu'après son discours qu'il a tenu en 2011 sur la scène, CM Punk s'est retrouvé face à un choix. D'un côté, il pouvait accepter que le changement n'aurait jamais lieu et il pouvait donc quitter l'entreprise, et d'un autre, il pouvait décider de se vendre. Mais pas se vendre en acceptant sa position de numéro 2, non, se vendre auprès des fans. Il pouvait devenir ce qu'il était en fait au début de ce règne, devenir cet anti-héros que le public a adoré, et preuve en est, ça a marché à merveille puisqu'il a très vite compris qu'à la WWE, ce qui importe, c'est pas du tout être le meilleur, c'est être tout simplement celui qui fait le plus vendre, et celui qui est le plus populaire auprès de la foule. Punk cite alors des catcheurs comme John Cena, qui même s'il a eu une année horrible a eu quand même de nombreuses opportunités au titre. Ils partent de catcheurs comme Daniel Bryan, qui ont dû se vendre à la foule en adoptant des catchphrases goofy alors que seules ses capacités dans le ring auraient dû lui permettre d'être le numéro 1. Bref, CM Punk libère encore ce soir sa frustration, et on retrouve enfin celui qu'on adorait. Parce que oui, depuis des mois, il se plaignait de ne pas être respecté, mais il avait perdu cette flamme qui faisait de lui un vrai rebelle. Et ce soir, il la retrouve enfin. Il critique vivement les décisions de la WWE et dit que son règne est le plus dominant de l'histoire, puisque contrairement à Sammartino, lui ne catche pas qu'une fois par mois au Madison Square Garden. Lui est là chaque semaine à mettre son corps en jeu pour rester le numéro 1, sans avoir besoin du soutien des fans. Mais ça y est, avec tout ça, Punk en a dit beaucoup, et il est temps pour son prochain challenger de l'interrompre. The Rock fait son entrée. Bien sûr, The Rock annonce qu'il va battre Punk au Royal Rumble et il met le champion face à ses contradictions en disant que c'est les fans qui ont rejeté Punk et non l'inverse. Mais après ça, il se contente d'une promo plutôt classique. Et donc nous, on va pas s'attarder forcément dessus. En fait, The Rock répète qu'il va gagner le titre, qu'il est là pour les fans et il déroule ses classiques pour essayer de se moquer du champion, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est la réponse de CM Punk, puisqu'elle a vraiment marqué les fans. Contrairement aux autres, CM Punk annonce qu'il est content du retour du Rock. Et en fait, il s'en fiche qu'il soit là tous les jours ou qu'il ne vienne qu'une fois par an. Il s'en fiche qu'il tourne des films et que ce soit difficile. En fait, peu importe ce qu'il fait, à chaque fois que The Rock viendra sur un ring, CM Punk sera là pour lui casser la gueule. Parce que le champion est différent de tous les adversaires que le Rock a rencontrés jusqu'à présent. Et son challenger peut faire le malin, il peut sortir ses catchphrases, essayer de faire rire les fans et dire ce qu'il veut. Au Royal Rumble, CM Punk va le détruire, simplement parce qu'il est le meilleur au monde. Certes, The Rock est bel et bien de retour, il peut dérouler ses millions de millions, ses finally et compagnie, mais ses petits coups de poing ne font rien au champion. Et d'ailleurs, au Royal Rumble, le People's Champ va réaliser une chose très importante. Ses bras sont bien trop courts pour boxer contre Dieu. Et cette promo est juste excellente. Qu'on l'aime ou pas, CM Punk est absolument incroyable au micro et en quelques phrases, il vient de rendre cette rivalité nettement plus sérieuse alors qu'elle l'était déjà. Alors, bien sûr, après ça, le Rock revient dans sa comédie goofy en disant à CM Punk de se tatouer des M&M's pour se trouver une paire de noisettes, voilà, super drôle, mais cet échange se termine bel et bien par de la violence, puisque The Rock couche le champion avec un rock bottom pour confirmer que la guerre était déclarée. Et avec tout ça, on arrive à 2 semaines à peine du Royal Rumble. The Rock vient pour faire son concert et il est interrompu par CM Punk, ce qui permet aux deux d'à nouveau partir à la lutte, mais là où l'annonce la plus importante va avoir lieu, c'est à 7 jours du grand affrontement entre le champion et son challenger. Ce soir-là, alors que The Rock déroule ses catchphrases dans le ring pour annoncer encore qu'il va battre CM Punk au Royal Rumble, il est attaqué par le Shield et tout indique donc que les 3 nouveaux venus vont avoir un rôle majeur à jouer dans le match de championnat. Seulement, la WWE ne veut plus de ça. Punk a déjà profité à plusieurs reprises d'avantages injustes contre ses adversaires et donc Vince McMahon annonce ce soir qu'en cas d'intervention du Shield dans le match entre The Rock et CM Punk, le champion se verra retirer la ceinture et son règne de plus de 400 jours se terminera en un claquement de doigts. Et donc, on y arrive enfin. 28 janvier 2013, Royal Rumble en direct de Phoenix dans l'Arizona. CM Punk fait son entrée et il est rejoint par The Rock. Et il est enfin temps de savoir si CM Punk est bel et bien un dieu ou si les bras de son challenger sont largement assez longs pour lui arracher sa ceinture.
En plus, quelques temps plus tôt dans la soirée, John Cena a remporté le Royal Rumble et il ne fait donc aucun doute que le vainqueur de ce match se dirigera vers WrestleMania 29 pour l'affronter dans le main event, et en gagnant ce combat, CM Punk a donc l'occasion d'accomplir son rêve. La cloche sonne et c'est parti. Cette fois-ci, on n'est pas sur un match technique et disputé puisque très vite le Rock et CM Punk échangent les coups et partent à l'extérieur pour laisser exploser leur haine mutuelle autour de la table des commentateurs, et même s'il est un heel accompli à ce moment-là, CM Punk reçoit quelques faveurs de la part de la foule. Son nom est scandé alors qu'il lutte contre son challenger hors du ring et qu'il prend le dessus avant de remettre le Rock entre les quatre coins pour imposer son rythme. Punk impose alors un catch lent en coinçant son challenger dans une soumission et même les quelques retours de l'ancien champion ne lui permettent pas de revenir puisqu'il est systématiquement remis au sol par le champion qui contrôle ce match à merveille. Ses nombreux affrontements contre divers adversaires lui ont permis de progresser durant son règne et ce soir il donne donc une leçon de catch à un des plus grands de tous les temps, ce qui semble indiquer que The Rock n'est pas à la hauteur de remporter le titre. En même temps, ce dernier n'a pas combattu depuis avril 2011 alors que Punk lui était là chaque semaine, donc c'est logique que le challenger soit pris à partie et même si le genou du champion semble lui faire défaut, il reste en contrôle de ce match de championnat. Punk continue en s'élançant sur The Rock avec un topé et il prévoit d'enchaîner avec son springboard clothesline, mais son excès de confiance l'empêche de toucher sa cible et enfin, The Rock revient. Grâce à ça, le People's Champ arrive à dominer le combat pendant quelques secondes, d'autant qu'il contre le GTS pour préparer un sharpshooter. Mais là encore, CM Punk reste à son tour très concentré et il retourne la prise pour placer son Anaconda Vice. Malgré cet échange, les deux n'arrivent pas à se départager et c'est finalement The Rock qui revient avec un DDT pour remettre la balle au centre, mais à nouveau, le Rock Bottom est contré. Cette fois-ci, The Rock réussit bien à placer son sharpshooter et Punk est alors à deux doigts d'abandonner, mais de justesse, il arrive à attraper la corde pour survivre. Le champion fuit à l'extérieur pour tenter de s'offrir un instant de répit, mais The Rock ne le lâche pas et il réussit à le surprendre sur la table des commentateurs en l'écrasant avec son Rock Bottom. Seulement, le challenger l'a remarqué. La prise n'a pas eu l'impact souhaité parce que la table s'est brisée trop tôt sous son poids. Il décide donc de relever le champion et l'écrase avec un second rock bottom à même le sol avant de placer CM Punk dans le ring. Mais quand enfin Rocky tente le tomber, le champion a repris ses esprits et il se dégage. Ce match ne se terminera pas aussi facilement. Et pour le prouver, CM Punk trouve une nouvelle ouverture et il couche son adversaire avec un coup de pied en plein crâne qui remet les compteurs à zéro. Les coups pleuvent alors entre les deux adversaires au centre du ring et visiblement c'est The Rock qui prend l'avantage à ce moment-là puisqu'il couche CM Punk avec son Spinebuster avant de s'élancer pour son People's Elbow. Mais alors qu'il s'apprête à planter son coude dans la poitrine de son adversaire, la lumière s'éteint. Ça paraît impossible de savoir ce qui se passe à ce moment-là, mais les commentateurs présents sur place arrivent bien à obtenir suffisamment de lumière pour comprendre que le Shield a fait son entrée et qu'ils viennent de coucher The Rock à travers la table des commentateurs avec une triple powerbomb. Effectivement, cette théorie se confirme puisqu'au moment où les lumières se rallument, CM Punk reprend ses esprits sur le ring et The Rock lui est étalé les bras en croix sur la table à l'extérieur. Et le champion comprend alors que la chance vient encore de lui sourire. Il a eu beau insister sur le fait qu'il n'était pas associé à Reigns, Ambrose et Rollins dans les semaines précédentes, cette nouvelle attaque sur un de ses adversaires semble prouver le contraire, et CM Punk peut alors remettre son adversaire dans le ring pour conclure le match. À ce moment-là, c'est difficile de savoir si le match va bel et bien se terminer, mais CM Punk trouve l'énergie de river les épaules du Rock au centre du ring, et l'arbitre frappe au sol à 3 reprises pour officialiser la victoire du champion, qui crée donc définitivement l'exploit pour ouvrir l'année 2013 et officiellement dépasser les 434 jours de règne. La salle est à ce moment-là partagée avec d'un côté les fans de CM Punk qui explosent de joie et qui réalisent que leur héros va affronter John Cena dans le main event de WrestleMania, et d'un autre les fans du Rock qui n'arrivent pas à croire que leur favori s'est fait voler le match. Mais vous vous en doutez, tout ça n'est pas tout à fait terminé. Alors que CM Punk célèbre sa victoire dans le ring, le président de la WWE fait son entrée. Vince McMahon prend alors la parole et il rappelle la règle qu'il avait mis en place en cas d'intervention du Shield, et puisque ces derniers sont venus coucher The Rock à travers la table, Vince déclare officiellement non. En fait, Vince n'a pas le temps de déclarer quoi que ce soit. The Rock s'empare d'un micro lui aussi et répète que non. Cette soirée ne doit pas se terminer comme ça. Le People's Champ annonce sous l'ovation des fans que ce n'est pas Vince McMahon qui va retirer le titre à CM Punk, puisque c'est lui-même qui va le faire. Dwayne demande alors à ce que Vince relance le combat pour qu'il puisse venir à bout du champion lui-même pour lui prendre la ceinture. Et sous l'ovation des fans, McMahon accepte et le main event du Royal Rumble reprend aussitôt. Bien sûr, CM Punk n'y croit pas, mais il s'acharne directement sur son challenger pour rapidement finir cette histoire et repartir avec son titre. Mais alors qu'il s'élance du haut de la 3ème corde et qu'il touche le Rock avec sa descente du coude, ce dernier se dégage. Punk comprend qu'il doit alors en finir d'une autre manière et il annonce la fin du match en se préparant pour son GTS pour définitivement se diriger vers WrestleMania, mais de nulle part, alors qu'il est perché sur les épaules du champion,
le Rock descend et couche CM Punk avec son Spinebuster. Et cette fois-ci, personne n'est là pour l'arrêter. The Rock s'élance dans les cordes et il écrase le champion avec son People's Elbow avant de lui river les épaules pour un compte de 3 qui fait exploser la salle. Et ainsi prend fin le règne de 434 jours de CM Punk pour lancer officiellement celui de The Rock qui durera jusqu'à WrestleMania. Parce que oui, à partir de là, la suite de cette histoire s'écrit toute seule. The Rock défendra bel et bien son titre une dernière fois contre Punk lors d'Elimination Chamber, mais il réussira à nouveau à le surpasser, et il pourra donc se diriger vers son second match contre John Cena dans le main event de WrestleMania, ce qui permettra au champ de revenir au sommet en battant The Rock pour remporter son 11e titre de champion de la WWE. C'est donc comme ça que se termine cet incroyable règne de CM Punk, un règne qui a commencé en 2011 pour récompenser une folle année pour le catcheur et qui s'est déroulé de manière plutôt classique durant les premiers mois, avant de prendre un tournant absolument inattendu à l'été 2012. Cette seconde partie du règne a su à merveille mélanger la réalité et la fiction en mettant en avant la frustration bien réelle du champion qui est longtemps resté au second plan et qui à quelques mois de WrestleMania perd sa ceinture, pour certes se diriger vers une histoire contre l'Undertaker qui était majeure, mais qui ne lui a pas permis d'atteindre le main event du plus grand show de l'année. Et d'ailleurs, cette histoire sera la dernière majeure pour CM Punk à la WWE, puisque quelques mois plus tard, début 2014, le catcheur sera licencié de l'entreprise après de nombreux différends avec la direction, et il faudra attendre près de 10 ans pour revoir le catcheur straight edge sur un ring de la WWE. Et je sais que cet avis ne va pas plaire à tout le monde, mais franchement, j'étais très déçu à l'époque de cette fin de règne pour CM Punk. Je trouve que l'histoire était largement trop orientée vers The Rock, qui passe pour le grand héros qui relance le match après l'intervention du Shield pour battre le champion avec son People's Elbow, qui est clairement pas la prise la plus impactante, et je pense honnêtement que CM Punk aurait mérité mieux. En fait, peu importe ce qui a été raconté dans les échanges entre Punk et le Rock, ou même avec John Cena, la vraie raison pour laquelle le champion n'était pas considéré comme le numéro 1 pendant cette période, c'est purement parce que les officiels n'ont jamais considéré Punk comme un top guy. Et même si aujourd'hui beaucoup le détestent à cause de diverses autres histoires, il a prouvé pendant ses nombreux mois de règne qu'il était effectivement un des meilleurs au monde dans le ring et au micro. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces 434 jours de règne de CM Punk ont marqué l'histoire de la WWE puisqu'il est devenu pendant cette période le catcheur au règne le plus long de l'ère moderne, jusqu'à ce qu'il soit battu par le champion universel Brock Lesnar plus de 5 ans après. Et si entre 2011 et 2012, CM Punk n'était peut-être pas le numéro 1 qui main eventait tous les shows comme l'était Cena en 2007, ce règne s'est illustré par d'excellents matchs dont on se rappelle encore aujourd'hui, et le fait qu'il se conclue en mettant en avant le flou entre la réalité et la fiction le rend d'autant plus spécial à mes yeux. Et donc voilà, cette fin de règne pour CM Punk annonce aussi la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi que la partie 1 vous avait plu, j'avais vu vos commentaires, ça m'a fait extrêmement plaisir. Moi, comme d'habitude, je vais vous donner rendez-vous sur tous les liens en description pour me revoir tout au long de la semaine, que ce soit Twitch, la chaîne secondaire, etc. Vous connaissez, mais je voulais aussi vous annoncer qu'on se retrouvera très certainement seulement dimanche prochain pour la vidéo sur Survivor Series Wargames 2024, je vais prendre quelques petits jours de repos, vraiment pas grand chose, parce que je vais pas vous mentir, là les gros enchaînements de la vidéo Randy Orton, Triple H, CM Punk, etc. ça m'a bien fatigué. Donc je m'accorde quelques jours de pause et on se retrouve dimanche prochain, sauf si d'ici là j'ai récupéré et que je vous sors une petite surprise mercredi. Bref, pour être au courant de tout ça, encore une fois, ça se passe sur Twitch. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.